maintenant donner la parole au docteur Ketekanjin Fitson, qui est donc titulaire d'un doctorat en sciences politiques. Elle dirige depuis 2018 la section nationale de Transparency International qui lutte contre la corruption et promeut la transparence, l'intégrité, la redevabilité à tous les niveaux de la société. Militant depuis plus de 15 ans dans la société civile nationale et internationale, elle mène des recherches indépendantes sur le processus de démocratisation, la résistance civile non violente et l'engagement citoyen qui sont ses principaux centres d'intérêt. Docteur Rafitson, la parole est à vous. Merci Ange et bonjour à tous et bonne année. Je pense qu'il n'est pas encore trop tard. Je pense que beaucoup a été dit par mes trois collègues et amis sur la société civile, mais j'aimerais quand même tout d'abord circonscrire un peu plus la notion. Pour moi, la société civile, c'est juste un regroupement de civils, tout simplement, un regroupement de citoyens qui peut être formel ou non formel, formalisé ou non, et qui poursuit des intérêts particuliers, comme Louva l'avait dit au tout début. Et donc, nous qui sommes dans cette salle, si nous décidions de former une association, même informelle, en ce moment même, pour revendiquer quelque chose, on ferait déjà partie de la société civile. Et ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier, parce que j'ai l'impression que de plus en plus, de par le fait qu'on parle de plus en plus d'une société civile professionnelle ou des OSC, comme on le dit aujourd'hui, les organisations de la société civile, on finit par discriminer une grande partie de cette société civile elle-même. Moi, je suis d'accord avec l'appellation « la société civile », dans le sens où c'est un grand fourre-tout, si vous voulez, mais il y a une multitude de composantes à l'intérieur. Et c'est cette multitude-là qu'il faut valoriser. Je pense, Saounja, que l'étude dont tu as parlé tout à l'heure, que tu as souhaité, je l'ai menée il y a quelques temps dans le cadre de ma thèse, pour remonter aux origines de la société civile malgache. Et c'était en fait, dans les temps royaux déjà, il y avait des regroupements citoyens comme cela, mais la notion de société civile n'existait pas encore ici à Madagascar à l'époque. Sous la colonisation, après, il y a eu de plus en plus de petites associations, mais c'était surtout les associations d'originaires à l'époque, originaires du Betsleo, de n'importe quelle région, puis les associations sportives, culturelles, puis les associations politiques. Ça, il ne faut pas les oublier, parce qu'elles faisaient de la résistance à cette époque. Et toutes ces parties de la société civile, y compris celles qui étaient informelles, c'était englués ensemble pour résister contre l'ennemi à l'époque qui était, qui vous savez quoi. Après le retour à l'indépendance, on constate une certaine dilution de la société civile, comme s'il n'y avait plus d'ennemis. Bon, on est retourné aux associations ennemies entre guillemets, associations d'originaires, etc. Puis ça se réveille. Dans les années 70, avec l'avènement de Ramanatsu, puis Ratsirak. Ratsirak surtout a réveillé cette volonté de résister quelque part. Et les associations ont commencé à se reformer. Et dans les années 80, on assiste à une augmentation de ces associations-là, puis viennent les ONG. Pour moi, les ONG ne font pas partie de la société civile. Je suis désolée, c'est un point de vue, parce que comme tu l'as dit, Saounj, ces ONG, elles ont été créées par une volonté extérieure d'abord. Et puis, elles sont créées dans un but spécifique. On va dire qu'il y a des ONG, par exemple, pour, je ne sais pas, la riziculture. Donc, elles font dans la riziculture, il y a un but spécifique et c'est plutôt technique. Et ça ne poursuit pas forcément des intérêts spécifiques, on va dire, qui se transforment par la suite en intérêt communautaire et en intérêt général à un plus haut niveau. Donc, il faut faire la distinction. Et je pense que l'une des appellations qui, moi, me conviendrait, et qui est parfois utilisée par certains bailleurs de fonds, c'est acteurs non étatiques. Tout simplement, on ne fait pas partie de l'État, on n'est pas des militaires ni quoi que ce soit, et on agit pour le bien commun. Ça,
C'est la composante qu'il faut garder à l'esprit aujourd'hui quand on dit société civile, de n'importe quel bord, etc., hein, à l'exclusion des ONG, encore une fois. Donc moi, je parle des associations, des fondations. Et quand on dit association, pas forcément formalisée, encore une fois. Les associations de quartier qui n'ont d'association que le nom, dans le sens de regroupement. Un tout pire, les troupes de Irakas, tout ce que vous voulez, ça fait partie de la société civile. Et il y a des aspects culturels, etc. Et dans les recherches que j'ai faites, j'ai pu découvrir un fait stupéfiant qui explique peut-être l'une des faiblesses de la société civile aujourd'hui. Et pourquoi est-ce qu'on a l'impression de ce statu quo? On stagne peut-être, on n'avance pas. Parce que moi je parle de TI par exemple et d'autres associations qui nous sont proches, on évolue dans la gouvernance, la quête pour la transparence, l'accès à l'information, etc. Et en étudiant les créations d'associations, donc formelles cette fois-ci, en compulsant les registres de Tana et de Vakna Karaj de 1978 à 2010, pour près de 15 000 créations d'associations, seulement 0,48% de ces organisations de la société civile-là s'intéressent à la démocratie, à la gouvernance. Tout simplement. Le reste sont ce que j'appelle des organisations de la société civile de service public. C'est un non-sens, en quelque sorte. C'est-à-dire, elles en ont parlé tout à l'heure, hein, ce sont les organisations de la société civile qui font ce que l'État devrait faire, tout simplement. Ce sont en quelque sorte des prestataires de services, dans le sens où elles fournissent un service. Je ne juge pas, je ne dis pas que c'est mal ou c'est bien, mais j'ai juste l'impression que ça encourage la déresponsabilisation de l'État. Parce que l'État a une position ambiguë. Une fois, l'État est content d'avoir les OSC qui remplissent les missions à sa place. OK, les OSC fournissent de l'eau potable, éduquent les enfants, tout ça, l'État est bien content. Après, quand une partie de la société civile interpelle l'État, puisque c'est son rôle primaire, son rôle de contre-pouvoir, l'État se dit, mais qui sont-elles pour oser nous interpeller? Et voilà ces chères personnes du gouvernement qui disent, oui, la société civile a franchi les limites. Pour qui se prend-elle? On a déjà les députés qui sont là pour représenter les intérêts des citoyens. On n'a pas besoin de société civile. Il faut réviser ses cours et ses basiques. C'est tout à fait différent. Certes, les députés, les parlementaires ont le rôle, surtout les députés, de représenter la voix de leurs administrés dans leurs circonscriptions respectives. Mais le font-ils? C'est l'objet d'un autre débat. La société civile, les organisations de la société civile sont aussi des intermédiaires, des passerelles entre l'État et les citoyens. Parce que comment est-ce que 27 millions de citoyens pourraient s'exprimer directement? Ce serait la cacophonie. Les OSC sont là pour temporiser et pour être la voix des sans-voix aussi. Donc il y a ce choc, mais tout dépend de la position dans laquelle on se trouve, je dirais. Tout dépend de nos intérêts, tout dépend des jours aussi. Pour l'État, j'ai l'impression. Mais pour terminer cette première partie, je dirais juste que il est vrai que moi-même, je déplore que la société civile, une certaine société civile, présente aussi les mêmes tares que la société politique. Il y a beaucoup de politisation d'une partie de la société civile et c'est l'une des sources de la polarisation de cette société civile, source de son inefficacité. Aujourd'hui, n'empêche, il faut qu'on se dise aussi que la société civile s'est vidée de ses citoyens. Et c'est l'une des choses qui, moi, perso, m'attriste le plus. On crie dans le désert, on milite dans le désert parce qu'on n'a personne derrière nous. Les citoyens pour lesquels nous sommes censés militer ne nous soutiennent pas. Donc ça, cette difficulté de mobilisation, elle est désespérante, surtout lorsqu'on lutte contre la corruption, par exemple. Ce n'est pas pour nous amuser, c'est pour l'intérêt général. Mais les citoyens ne suivent pas et l'État nous tire dessus. Donc qu'est-ce qu'on va faire au final? Donc voilà, je m'arrêterai là, mais on aura l'occasion d'en débattre. Merci.